Dans le dernier numéro du magazine L'Itinéraire, on rapportait qu'au Québec, les lois concernant les limites d'exposition sonore en milieu de travail ont été adoptées en 1962. Mais il y a tout de même une grande différence entre ce qui est acceptable ici et au niveau international. D'après une étude réalisée aux États-Unis dans les années 70, les recommandations des limites d'exposition au bruit en milieu de travail devaient se situer autour de 75 à 85 décibels. Au Québec, nous, on a poussé la norme à 90 décibels. Ça correspond à quoi, 90 décibels? Mais pour vous donner une idée, 90 décibels, c'est le niveau sonore du métro, d'une tondeuse à gazon ou encore d'une moto marine. C'est un bruit qui est gênant et stressant. Cette norme québécoise d'autant de décibels entraîne la surdité chez 15 à 20% des travailleurs, un pourcentage que jugent acceptable les professionnels de la santé en entreprise. Ces informations ont de quoi nous surprendre et c'est pourquoi on s'est intéressé à la question et on va s'adresser à notre invité Jérémy Voix, vice-président de la recherche scientifique chez Sonomax. Monsieur Voix, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, pourquoi c'est pas les mêmes standards partout dans le monde? Eh bien, je crois que c'est parce que chaque pays peut finalement légiférer au niveau du Code du travail et puis des lois sur la santé et la protection du travailleur. Oui. Et puis parce que, évidemment, on a une situation peut-être un petit peu particulière au Québec, dans le sens où beaucoup de nos industries sont concentrées dans les secteurs primaires. Alors, ce sont essentiellement les mines, les scieries, les pâtes et papiers, etc., qui sont des industries par nature et en tous les cas historiquement très bruyantes. Et donc, il était très difficile, je pense, pour le gouvernement du Québec à l'époque de légiférer en suivant des recommandations de pays qui avaient peut-être des industries relativement moins bruyantes ou des industries secondaires, transports, etc., dans lesquelles il était encore possible de faire quelque chose. Donc, selon moi, c'est un petit peu ce qui pourrait expliquer ou justifier. Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, il y a un décalage énorme donc, entre les chiffres que vous avez rappelés au Québec versus ce qui se pratique dans le reste des pays, et même ne serait-ce même qu'en Ontario, où on vient juste d'abaisser encore la norme d'exposition au bruit. Mm-hmm. Et puis, donc, l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, qui recommande donc les normes que vous donniez, des chiffres qui sont plutôt autour de 75 décibels, plutôt que le 90 qu'on est pratiquement les seuls à avoir encore au Québec. Vous avez dit que le seuil d'exposition sonore, la loi a été adoptée en 1962, l'Ontario qui vient d'abaisser ce seuil. Est-ce qu'ici au Québec, on est en train de reviser cette norme? Eh bien, à ma connaissance, on en a beaucoup parlé, on en parle toujours beaucoup dans les milieux un petit peu connaisseurs, mais je n'ai pas connaissance de projet de loi comme tel. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis par ce qu'on appelle le réseau de la santé pour effectivement abaisser les expositions pour les travailleurs qui sont exposés vraiment à des niveaux extrêmes, justement les industries dont je parlais, typiquement les scieries. Donc, je sais qu'un des projets prioritaires là qu'il y avait pour les 5 années, était effectivement de cibler ces industries très très bruyantes. Mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, on estime à entre 400 000 et 500 000 personnes le nombre de travailleurs qui sont exposés vraiment à des niveaux de bruit supérieurs à ce 90 décibels et donc vraiment mettant en danger leur audition. 500 000 personnes, 500 000 travailleurs. 500 000 travailleurs. Quels sont les effets du bruit sur ces 5 000 travailleurs à long terme et à court terme? Donc sur les 500 000, et c'est la même chose pour tout et chacun, le bruit donc est dommageable parce que il détruit finalement les organes très délicats de l'oreille interne. Et en réalité, l'oreille a une certaine capacité de récupérer, c'est-à-dire que lorsque vous êtes exposé à un fort bruit, on donne souvent l'analogie du gazon, d'un brin d'herbe. Lorsque vous êtes exposé à un fort bruit, les petites cellules ciliées qui sont à l'intérieur de la cochlée sont un petit peu comme ce petit brin d'herbe et vont finalement être mises en mouvement et se coucher, si on veut. Donc c'est un petit peu comme si vous piliez, comme si vous marchiez sur votre brin d'herbe. Mm-hmm. Et donc vous pouvez le faire une fois, 2 fois, 3 fois, vous pouvez le faire un certain nombre de fois, mais le problème c'est que si vous maintenez en permanence une exposition sonore importante, ce petit brin d'herbe n'aura jamais l'occasion de revenir à sa position naturelle. Et c'est ça qu'on appelle un petit peu une analogie un petit peu simple pour expliquer ce que c'est que la perte auditive. La perte auditive, c'est effectivement lorsqu'il y a des surdoses, donc lorsqu'il y a trop longtemps, trop fort du bruit, et qu'on ne laisse pas à l'oreille la possibilité de récupérer. Et ça, malheureusement, c'est très courant parce que si vous envisagez, par exemple, les loisirs typiques, quelqu'un qui, disons, l'hiver ferait de la motoneige, comme vous l'avez mentionné, qu'il était ferait du sidou, de la tronçonneuse à l'occasion ou de la tondeuse, et qui ensuite va assister à un concert ou sort dans un club ou n'importe quoi, on comprend bien que finalement c'est exposition sur exposition et qu'il y a très très peu de temps pour l'oreille pour récupérer.
Et donc ça, c'est malheureusement la perte auditive. Et la perte auditive, elle est évidemment invisible, indolore, a priori, on ne souffre pas, ça ne saigne pas, ce n'est pas très impressionnant, mais par contre, c'est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer l'audition qui est perdue. Monsieur Voix, vous parlez surtout de ces expositions sonores involontaires. Je pense à des machines, par exemple, ou encore dans des usines. Ces bruits-là sont émis par des machines. Mais si on parlait maintenant de l'exposition sonore volontaire, bien sûr, je parle, par exemple, des écouteurs qu'on se met dans les oreilles, ou encore les niveaux de télévision. Vous savez, quand on va au cinéma, maintenant, on a des cinémas maison. Eh bien, on veut sentir l'hélicoptère qui passe au-dessus de notre tête. Alors, on met le volume très, très élevé. Je vais vous poser une question assez imagée. Est-ce que le volume d'une télévision ou encore le volume de notre appareil, notre lecteur MP3 ou notre lecteur iPod, est-ce que ce serait un peu à la façon d'une voiture? Vous savez, une voiture peut rouler jusqu'à 200 km/h. On s'en tient normalement à 100 km/h. Est-ce que au niveau du volume qui peut aller à un maximum X, on ne devrait pas s'en tenir environ à la moitié? Ah, c'est une très bonne analogie, effectivement, elle est claire. On pourrait penser à mettre effectivement un régulateur de volume, en fait, ce qu'on appelle un limiteur de volume. Et d'ailleurs, ça existe. En France, par exemple, c'est obligatoire. Et le petit iPod que vous avez mentionné, eh bien, Apple va fournir aux utilisateurs français un petit add-on, un petit complément logiciel qui va leur permettre effectivement de rencontrer la loi et de ne pas dépasser un certain niveau. Alors bon, après, il y a une petite question technique, c'est qu'évidemment, si vous changez les écouteurs, vous n'avez pas forcément les mêmes gains, vous pouvez avoir des niveaux un petit peu différents. Mais globalement, l'idée est bonne. L'autre chose qu'on pourrait considérer aussi, c'est que, comme je vous ai dit, que c'était une combinaison de niveau et aussi de durée, mais on pourrait dire, écoutez, si vous voulez écouter votre musique un petit peu forte parce que, dans le fond, la sensation vous plaît, etc., c'est peut-être une bonne idée, mais limitez-vous peut-être à, dans ce cas-là, je ne sais pas, une chanson plutôt que les 5 que vous auriez mis habituellement. Donc, effectivement, quelque chose qui tiendrait un petit peu compte de la dose reçue par l'utilisateur, ce serait évidemment quelque chose de très intéressant, mais je pense que, selon moi, beaucoup du travail serait simplifié si on pouvait effectivement prévenir. Et prévenir, c'est essentiellement informer, sensibiliser. Et je pense que c'est grâce à votre tribune là qu'on a cette opportunité-là. C'est vraiment prévenir, notamment les jeunes, etc., qui ont encore des bonnes auditions, qui sont censés encore avoir une bonne audition, qu'ils mettent gravement en danger leur audition s'ils écoutent en permanence de la musique fort et sans permettre à l'oreille de se reposer. Oui, et il faudra répéter le message et on espérera qu'ils ne feront pas la sourde oreille. Jérémy Voix, je rappelle, vous êtes vice-président de la recherche scientifique chez Sonomax. Merci bien de votre présence ce matin. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir.